c'est le sarrasin, ça va faire des petites graines comme ça, on commence à les voir en train de se former. Donc ça c'est pour faire de la farine de sarrasin. Ici vous avez du lupin. Donc le lupin c'est un peu la même famille que les pois et tout ça. Et ça c'est pour l'alimentation animale. C'est le même lupin que ceux qu'on trouve en décoratif là, non? Alors là, ça c'est des lupins d'hiver, alors que moi c'est du lupin de printemps, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous allez avoir des petites fleurs bleues, voilà. Ça va pas faire des grandes rampes florales comme le lupin de jardin. Après vous avez, ça c'est les cultures foragères, de la luzerne et du trèfle. Ça c'est pour l'alimentation animale, ça représente 25% de mes surfaces. Et c'est surtout des cultures qui sont nettoyantes pour les sols. C'est-à-dire que ça va être fauché 4 fois par an. Du coup, ça va étouffer tout ce qui est mauvaises herbes. Du coup, les années d'après, pendant 2-3 ans, j'ai moins de problèmes d'adventice. Et en plus, ça capte de l'azote de l'air, ça la recycle dans le sol pour les cultures d'après. Là, vous avez les cultures de fibres. Ça, c'est assez typique. Du lin, avec là, on vous a mis du lin taillé aussi, si vous voulez voir. Et on fait maintenant depuis quelques années, on fait aussi du chanvre. Alors bon là c'est pareil, il s'est séché un peu, mais du chanvre textile, c'est la même plante que le cannabis. C'est exactement les mêmes feuilles et tout ça. Et donc ça fait 4-5 ans en fait que ça commence à arriver dans la région. Là je vous ai mis pour comparer un petit peu entre le lin et le chanvre. C'est du chanvre taillé aussi. Les grands-parents, ils étaient encore dans le champ. Ah oui? Ouais. Et voilà, c'est revenu dans la région parce qu'il y a eu des innovations techniques qui ont permis de récolter le chanvre avec peu de marin. Et après, donc on a différents légumes, de la betterave sucrière, avec différentes racines. Betterave sucrière, où il y a une filière bio aussi en betterave sucrière. Voilà. Je vous ai rappelé, mais ça fait 48 heures qu'elles sont là. Les carottes, donc ils sont encore un peu jeunes, on démarre un peu. On teste les oignons depuis cette année. Betteraves rouges, là on fait une dizaine d'hectares de betteraves rouges. Pommes de terre, c'est pareil, on a une dizaine d'hectares de pommes de terre. Et puis on teste un peu des nouvelles cultures, tournesol. Donc fleurs peut-être arriver, je pense d'ici 15 jours, je pense que nous y va être. Il y a bourron en fait pour endommager les pommes. Des pelles pareil à bourron. Les pommes, on les faisait tomber avec. On fait toujours comme ça, avec des gaules en plastique. On secouait vraiment les dernières branches avec la gaule. Et puis. En général, c'était en octobre-novembre, mais en général, il y a quand même souvent des petites tempêtes ou des bons coups de vent à cette période-là. En général, les pommes, elles tombent naturellement. Cette brouette. Il y avait un sac au bout, et puis en fait, on triait en montant là-dessus. Les feuilles passaient à travers, et on triait les pommes doucement. Et ça projette les pommes derrière. Là, les pommes, elles passent là, et elles se retrouvent dans la trémie ici. Et à l'intérieur, il y a une petite brosse qui tourne en sens inverse et qui va emmener les feuilles en dessous. D'accord. Du coup, ça nettoie les pommes en même temps. Donc là, vous avez toutes les pommes qui sont stockées là. Après, on les met dans des caisses et par variété. Et pouvoir les répartir, les presser après par variété et faire vraiment les assemblages de jus après. Alors, consommation personnelle. Ouais. C'est un moteur électrique dessus. Ouais, c'est ce que souvent les gens font. Soit ils mettent un moteur électrique, soit ils mettent un tracteur dessus pour faciliter le travail, quoi. Donc la pomme qui est très dure, en fait, pour la presser, il faut la broyer avant. Donc en fait là on a en cauchoir on dit un maqueux. C'est un grugeoir. Ou un grugeoir. Maqueux c'était les mâchoires en fait, c'était des mâchoires. Donc là c'est un truc un petit peu, il est assez moderne parce qu'il a un système de pignonnerie derrière pour faciliter le travail, pour multiplier les efforts, démultiplier les efforts. Et même on voit les noix par rapport à d'autres modèles, elles sont déjà assez sophistiquées, qui permettent de broyer plus finement les pommes.
Donc on ramassait les pommes et puis après donc on les mettait dans le pressoir. Là c'est un pressoir à cliquer. Donc en fait c'est pareil, on est obligé de faire tout le tour de la machine. En cliquant comme ça, on arrive à baisser. Donc quand on plissait les pommes, on mettait le chapeau dessus, ça plissait. On avait des cales pour descendre plus bas. Le jus sortait par là et on récupérait le jus dessus. On vaisseau. Mon grand-père faisait deux pressions sur le. Alors voilà. Il faisait la pression sur le jus et la boisson. Voilà, c'est ce que je raconte aux gens en fait, c'est que avec ces pressoirs-là, on arrive à sortir 40% du jus. Et on mettait tout dans des grands bacs. Voilà, on mettait tout dans les grands bacs, on mouillait, et le 48 heures après, on repassait pour faire la boisson, pour avoir c'est ce qui se faisait beaucoup dans les fermes, pour avoir un deuxième. La boisson, c'est ce qui se consommait tous les jours. Quand il faisait chaud, ça tournait un peu moins la tête. Parce que ouais, si on prenait du cidre brut dans la journée à 5 degrés d'alcool, les gens ils ont tous l'impression que le cidre c'est peu alcoolisé. À 5 degrés, ça commence à taper un peu. Et donc là, on avait un cidre à 1 ou 2% d'alcool qui était plus léger et plus désaltérant. Et les bons cidres, on les gardait pour les communions, les fêtes, les dimanches, ça. Donc voilà, ça, les jus après étaient mis en barrique et puis avec un pressoir, pas celui-là, mais le même genre de pressoir. Nous, on presse à peu près, on presse 3-4 jours par an. Donc c'est une entreprise qui vient avec son pressoir, on n'a pas de matériel. Ça c'est le pressoir de Madame Blondel qui est distillé pour la Blondel. Donc les pommes sont dans le bac ici avec de l'eau, elles passent sur un élévateur ici. L'élévateur, ici vous avez une râpe qui correspond au grugeoir là-bas et qui va faire tomber la purée de pommes dans le bac ici. Ici vous avez des toiles qu'on ferme, on remplit. On ferme, on met une clé et on fait des étages comme ça, une dizaine à peu près, pour arriver jusqu'en haut. Une fois qu'on est arrivé en haut, ici c'est un système qui pivote, ça va tourner autour du mât central, arriver de ce côté-là, et là il y a la presse qui va venir écraser l'ensemble pour sortir le jus. Donc le jus va sortir par le petit trou qui est au fond, donc qui est ici, et ça après c'est mis en cuve directement. On arrive avec ce système-là, là, je vous disais, il y a 40% à peu près de rendement. Ici, on est à 65% de rendement. Maintenant, il y a des presses qui sont plus élaborées où on arrive à 80%. Avec la même pression, mais c'est plus efficient au niveau de l'extraction du jus. Ici, on va stocker le jus dans des cuves en PVC, là, comme les cuves là-bas. Ça nous permet de les stocker par petite quantité, par variété. Donc après, ça va nous permettre de goûter les jus et d'assembler pour faire ce qu'on met avec derrière, entre autres l'apéritif. Donc moi, l'objectif ici, c'est de faire du cidre pour distiller. Je fais pas de cidre pour faire du cidre à consommer. Je vends du cidre, mais qui est du cidre de deux collègues différents. Et moi, mon cidre, c'est pour distiller. Donc c'est pour récupérer, il faut que je récupère le maximum d'alcool pour avoir le maximum d'alcool après dans la distillation. Donc le principe pour faire du cidre, en fait on met les pommes, le jus dans une cuve, on ferme la cuve, il y a une soupape qui évacue le gaz carbonique et les pommes, naturellement sur les pommes, il y a les levures qui se trouvent sur la peau des pommes et donc qui vont démarrer la fermentation. Et donc la fermentation, nous elle va être totale, c'est-à-dire que la fermentation, c'est le sucre qui se transforme en alcool. Et donc, nous, on va attendre qu'il n'y ait plus de sucre pour pouvoir distiller. Ça veut dire qu'on a tout l'alcool qui est disponible. Ou de chauffer tout ce qui est fermenté pour évaporer l'alcool qui va s'évaporer à 78-80 degrés Celsius avant l'eau. Et du coup, séparer l'alcool de l'eau, produit liquide. Donc là, vous avez un alambic qui fonctionnait ici, fonctionnait dans les années... entre les années 20 et 30, 1920-1930 sur le vivier de la baignade. En fait, les gens venaient sur la place publique avec leur cidre et avec leur bois. Et en fait, on chauffait, c'est une chaudière à bois. On chauffait, ici on mettait 440 litres de cidre, ça montait en température. La vapeur passait dans le tuyau ici. Ici, vous aviez une cuve remplie d'eau. Les alambics, ils étaient tous sur des sites où il y avait soit une mare, soit une rivière à proximité pour alimenter en eau froide en continu.
Donc il y a une petite pompe manuelle de l'autre côté. Donc ça, les gens peuvent dépomper pour alimenter de l'eau froide. Donc, les vapeurs d'alcool arrivaient là. Si vous avez un serpentin, et avec l'eau froide, la vapeur se condensait, redevenait liquide. Et si en un passage, vous aviez un alcool à 30 degrés. Et donc pour le redistiller, Ah non. Et donc c'est les alambics à repasse. Donc on repassait une deuxième fois ou une troisième fois. Et c'est pour ça que sur certains alcools, vous voyez double distillation, triple distillation, parce qu'on distillait plusieurs fois. On appelle ça une lentille de rectification. En fait, la vapeur, elle va monter, elle va se trouver collée sur la lentille ici, qui va être froide, et du coup ça va condenser et retomber en dessous. D'accord. Donc du coup ça va redistiller. En fait, c'est quelqu'un de roi Fisséné qui a inventé ça pour éviter de distiller en deux fois. En fait, l'alcool va retomber, va réchauffer, et en fait, contrairement à ce que je vous ai dit, ça va reperdre. À la base, la lentille, elle n'y est pas. À la base, la lentille, sur les alambics classiques, la lentille, elle n'y est pas. D'accord. Et lui a inventé ça, et apparemment, ça marchait pas mal. Donc là, vous avez un alambic à colonne. Donc, comme là-bas, vous avez une colonne de refroidissement à droite, et la colonne de chauffe à gauche. Là-bas, vous chauffiez le bois. Ici, c'est un chauffage au fioul. Ça permet l'avantage du fioul par rapport au bois. Alors, c'est un peu plus convivial, le bois, c'est plus traditionnel. L'avantage, c'est quand même qu'on arrive à avoir une flamme régulière et constante. Et donc, il n'y a pas d'accroût de variation de température. Là-bas, on refroidissait l'alcool avec de l'eau. Là, on va utiliser le cidre pour refroidir l'alcool. En fait, le cidre, il est stocké dans des cuves ici. On va l'envoyer avec une petite pompe. On va l'envoyer dans les cuves en inox là, qui sont là-haut, qui sont représentées ici. Et c'est lui qui va servir de refroidisseur. Donc le cidre, il descend par le tuyau jaune là. Il va arriver dans la cuve de refroidissement, donc comme ça. Il arrive dans la cuve de refroidissement où là, vous avez un système de refroidissement de vapeur. Et en refroidissant les vapeurs d'alcool, lui, il va se réchauffer. Là-bas, on refroidissait avec de l'eau chaude, elle repartait dans la rivière. Là, on garde la chaleur, c'est un gain énergétique, parce qu'on préchauffe le cidre en même temps. Oui, il est déjà chaud par... Le cidre préchauffé, il arrive dans la colonne de chauffe, qui se trouve ici, et il va descendre tout doucement par palier, jusqu'à arriver quasiment en bas, à 80 degrés, et à 80 degrés, la vapeur d'alcool va s'échapper. Donc il va arriver en bas, il ne va plus du tout y avoir d'alcool. La vapeur d'alcool va faire le trajet inverse, elle va remonter, aller dans la colonne de refroidissement et ressortir là. Ici dans les colonnes de chauffe, vous avez plein de paliers, 5 vous avez dit? Il y a un panier avec des cloches. Ouais, 5 paliers avec des cloches dedans. En fait, qui sont comme ça, vous les avez dans les... Là, on vous a bien un vieux modèle. Donc vous avez ce palier-là, le cidre qui va descendre là, et la vapeur qui va arriver par en dessous. En fait, le cidre, il va être à ce niveau-là, et la vapeur, elle va passer dans la cloche, elle va être obligée d'aller faire des bulles dans le cidre. En fait, en croisant la vapeur et l'alcool et le cidre, ça va se charger en composés aromatiques, et vous allez avoir un alcool qui est d'autant plus parfumé. Et donc là, la vapeur, elle arrive ici. Avec le froid du cidre, elle va se refroidir. Et ici, vous allez récupérer l'eau de vie en une seule passe à 72 degrés d'alcool. Donc on a des parfums très très forts. C'est très parfumé, c'est très bon. Vous pouvez y aller. Vous pouvez venir goûter. Sur les 72 degrés. Alors que là-bas, il fallait plusieurs passes. Voilà. Sauf sans la lentille. Voilà. Donc là, on a un alcool qui est... que nous on va utiliser pour faire nos eaux de vie. Et en fait, avant de le mettre en bouteille, cet alcool-là, on va le mettre en cuve inox. Une partie, on va mettre en cuve inox, on va aérer, ventiler. Il y a une partie dans cet alcool-là, il y a une partie des
d'arômes un peu d'éther qui sont assez désagréables, qu'il faut évaporer avant de le mettre en bouteille. Une autre partie de cet alcool-là, on va le mettre dans des fûts en chêne pour le faire vieillir en fût. Là, on va vous proposer des alcools de 4 ans à 12 ans d'âge. Et en fait, le fait de le mettre en fût, ça va oxygéner tout doucement, en douceur. Ça fait la micro-oxygénation. Ça va enlever ses parties éthères et en plus, ça va infuser, le bois, il va infuser dans l'alcool. Il va apporter ses arômes, ses tanins et la couleur aussi que vous voyez sur les alcools un peu ambrés. Un apéritif qui est à 17 degrés. Et donc, on assemble l'apéritif à jus de pomme. C'est mélangé pendant une semaine et après, c'est mis en fût aussi entre 2 et 5. Voilà. C'est resté plus longtemps, donc on est plus coloré. En fait, sur quelque chose d'un peu plus liquoreux, un peu plus rouge. Tous les deux, ce sera 42 degrés. Voilà. Traditionnellement consommé en digestif, mais c'est sympa aussi en apéritif, en fait. Un peu comme un whisky, par exemple. L'eau de fille blanche, un peu comme un rhum, façon mojito, bien fraîche. En petite quantité, vraiment, parce qu'elle est très forte. Avec une glaçon ou de la diluer avec une eau assez pure pour laisser un peu de degré d'alcool, c'est trop fort.